Bienvenue sur le podcast de Pédagogie du Vivant, le podcast qui parle d'éducation hors des murs. Je m'appelle Claire, je suis pédagogue par la nature, cofondatrice d'une association qui organise des ateliers dans les bois pour les enfants et qui porte également un projet d'école en forêt. Je crée des supports pédagogiques autour du monde vivant et je suis aussi et surtout maman depuis 2 ans. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode, seul ou accompagné. Parents, familles, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Les conversations avec ces invités ont pour ambition de faire découvrir davantage l'éducation des enfants en extérieur et de parler du lien à la nature si précieux pour leur développement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Pédagogie du Vivant, tout attaché. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Cécile, créatrice du club nature Métébot au sein de la métropole de Lille, un club affilié à la FCPN, la Fédération pour connaître et protéger la nature. Cécile nous raconte l'histoire et l'identité de son club nature. Comment est-ce qu'elle a réuni plusieurs familles, dont la sienne, pour se retrouver chaque dimanche à l'occasion d'une sortie nature. Parce que vivre en ville et expérimenter le contact au vivant, c'est possible. Je suis certaine que cet épisode vous inspirera et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Cécile, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te situes en France et en quelques mots pour le moment, ce que tu fais dans la vie? Alors, je me trouve dans le nord de la France, vraiment dans le nord, puisque je suis dans le département du Nord, à quelques kilomètres de la frontière belge. Et ce que je fais dans la vie, je travaille dans le domaine de la politique de la ville, donc les politiques publiques de développement social et urbain. Et d'ailleurs, c'est une politique qui permet de travailler sur plein de sujets. Et actuellement, j'ai un poste dans le domaine de l'éducation. Donc, l'éducation en direction des enfants qui habitent dans les quartiers qu'on appelle prioritaires. Donc, les enfants les plus en difficulté, les plus en fragilité. Alors, on entrera dans le détail de ton parcours et de ton activité juste après, mais avant, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la nature quand tu étais enfant? Quels sont tes souvenirs? Est-ce que tu sortais souvent? Est-ce que des adultes t'ont accompagné dans cette exploration de la nature? C'est justement, en fait, je pense que c'est un peu ma source, hein, parce que moi, j'habitais en Belgique, je suis belge, en fait, et j'habitais à la campagne. Alors, la campagne belge reste quand même une campagne très habitée, mais néanmoins, j'avais un accès facilité et quotidien au bois, aux prairies, aux ruisseaux, et j'ai des souvenirs d'échapper comme ça vraiment en proximité de chez moi, hein, de pouvoir passer des heures et des heures dans les grandes herbes en été, dans les sous-bois, accueillir des champignons avec mon père dans les prairies avoisinantes. Et s'il y a une personne qui m'a éveillée à la nature, c'est ma mère. Ma mère m'a été très très sensible, elle est toujours d'ailleurs, à la nature et au cycle des saisons. Et donc, il y a quelque chose qui était très présent du contact avec la nature dans mon enfance. Et est-ce que tu as toujours été au contact de cette nature ou est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu en as été coupée? Alors, moi, j'ai oui, il y a forcément des moments où j'étais un peu moins en contact, parce que quand je suis devenue étudiante, enfin, moi, j'avais très envie de ville, en fait, hein. Forcément, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et donc, moi, j'aspirais à une vie urbaine, et donc, oui, il y a des moments dès lors où la nature était moins présente dans mon quotidien, mais néanmoins, dans ces périodes-là, ma sensibilité était toujours très présente. Même la nature en ville, en fait, je l'ai très vite vécue aussi. C'est-à-dire, même en vivant en ville, j'avais besoin d'être dans la nature régulièrement, d'observer la nature de proximité.
Donc c'est finalement un fil que j'ai jamais vraiment perdu, mais que j'ai retrouvé de façon très consciente. J'ai envie de dire que j'ai conscientisé plus fortement à partir du moment où j'ai eu moi-même des enfants. Et où là, je me suis dit, bon là, je vis en ville, ce qui est un vrai choix de ma part, j'aime ça. Pour moi, il y a plein d'avantages de vivre en ville. Mais quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, comment je vais faire pour mettre mes enfants en contact avec la nature, comme moi je l'ai vécu quand j'étais enfant, avec évidemment du coup un contexte très très différent. Et c'est finalement voilà, consciemment que j'ai retissé un lien très fort avec la nature, et que j'ai donc voilà, mis en place des activités parents-enfants en rapport avec la nature. Ce qui me mène actuellement au club nature que j'anime. Et alors, puisque tu l'évoques, qu'est-ce qu'un club nature? Est-ce que tu peux nous en parler, expliquer comment est-ce que ça s'organise, comment ça fonctionne? Parce que personnellement, j'ai souvent entendu parler des clubs nature, mais je dois avouer que je ne connais pas bien leurs spécificités par rapport à d'autres structures. Ouais, alors bah, les clubs nature, c'est un ensemble de personnes, enfants et adultes, qui, de façon régulière, se réunissent pour avoir une expérience de nature, quelle qu'elle soit, dans un but de connaître mieux la nature qui nous entoure et finalement, voilà, être plus conscient de la nature dans laquelle on vit. Et ces clubs nature-là, enfin cette logique-là, elle a été mise en œuvre par une fédération qui a maintenant 50 ans, qui s'appelle la fédération CPN, Connaître et protéger la nature. Et alors, c'est hyper, enfin, la base est très simple en fait, hein. Ça peut être plusieurs familles ensemble ou une seule famille qui décide de créer un club. Ça peut être une classe avec son enseignant, quel que soit l'âge des enfants. Ça peut être une association qui par ailleurs a une activité avec des enfants, mais qui a envie un petit peu d'affiner son approche de la nature, voilà, ses activités et ses ressources. Euh, voilà, ça peut vraiment être des groupes très très différents, de tailles différentes aussi. Il y a des clubs nature nombreux en Afrique, par exemple, avec une histoire très particulière, mais qui font que c'est des gros clubs qui rassemblent plusieurs dizaines de personnes. Et puis voilà, à l'autre bout du spectre, il y a la possibilité soit en tant que famille, se, voilà, se désigner comme club nature, se fédérer à la fédération CPN et pouvoir être en lien avec d'autres. Et quelque part, ça peut motiver dans les sorties nature qu'on peut faire rien qu'à l'échelle de notre famille. Donc c'est ça un club nature. Donc c'est donc des formes extrêmement variées, mais avec le même élan qui est de vouloir en savoir, enfin de vouloir être plus souvent en contact avec la nature et vouloir affiner sa connaissance. Donc ça, c'est vrai, le terme le C de CPN veut dire connaître, le P, ça veut dire protéger. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que c'est pas simplement une pédagogie par la nature ou en pensant, enfin, en étant immergé dans la nature, on est en situation d'apprentissage, ce qui est vrai aussi et ce qui est pratiqué aussi par les clubs CPN. Mais c'est aussi aller un petit peu plus loin dans la pédagogie à la nature, c'est-à-dire apprendre, nommer, savoir qu'un cet arbre-là s'appelle un hêtre, que l'oiseon qu'on entend chanter, c'est une pie, le rythme des saisons impose un certain nombre d'étapes dans l'évolution d'une plante, et pouvoir mettre des mots sur les choses est vraiment très important pour la fédération CPN, parce que mieux on peut nommer la nature qui nous entoure, ah bah, plus on y est sensible, et plus ça devient incarné et concret. Et l'approche sensible par la nature est également présente dans l'esprit des CPN, puisque c'est en étant dans la nature, en faisant des choses, en sortant, que justement cette appétence à la connaissance naturaliste peut se déployer. Le club nature que tu as monté s'appelle
Mets tes bottes. Concrètement, depuis combien de temps existe-t-il et combien d'enfants ou de familles réunit-il? Alors Mettez-Bottes, c'est un club très récent, c'est un club qui a 2 ans, mais son histoire en fait, enfin moi j'ai envie de pouvoir te la raconter heu parce que c'est important la façon dont ça s'est créé. En fait, je te disais que moi, en ayant des enfants, je me suis posé la question de savoir: «Mais comment je vais faire pour les mettre en contact régulièrement avec la nature?» Il se fait qu'à l'époque, j'étais, membre d'un jardin partagé dans mon quartier. Voilà, tu vois? Donc j'avais pas du tout perdu le réflexe d'être en contact avec la nature quand je me suis installée, dans ce quartier. Donc c'était à Roubaix, qui est un quartier, qui est une ville très populaire du nord de la France, dans la métropole de Lille. Donc jardin partagé, très très dynamique, très intéressant. Donc j'étais, voilà, active dans ce jardin depuis des années et quand j'ai eu un enfant, mon premier enfant, eh bien, je me suis dit: «Tiens, ce serait intéressant de pouvoir, voilà, créer quelque chose dans le jardin en direction des enfants» et ce que j'ai fait quand j'ai eu mon deuxième enfant, donc j'ai mes enfants étaient vraiment jeunes et j'ai proposé un atelier parents-enfants au sein du jardin partagé et c'est comme ça finalement que j'ai rencontré des familles qui étaient intéressées, qui habitaient le quartier ou pas loin, et qui sont venus. Alors là, pour le coup, c'était tous les 15 jours, le dimanche matin, un atelier au jardin, donc toujours au même endroit, donc en extérieur, hein, parce qu'on n'a pas du tout de bâtiment sur place et bon, on a quand même un toit, un préau qui nous permet de nous prémunir de la pluie, mais voilà. Donc en extérieur et avec qui mêlait art plastique et nature. Donc voilà, j'amenais beaucoup, enfin, j'expérimentais toutes sortes de trucs, évidemment de l'argile, du travail avec les coquillages, les galets, les morceaux de bois, mille choses à faire avec un bout de bois étant un livre de chevet chez moi. Et puis on en profitait aussi pour de temps en temps faire du jardinage parce qu'on était quand même dans un jardin, donc même avec des tout petits, on pouvait planter des bulbes, faire des semis, voilà. Et après, ben, les enfants, ils avaient de toute façon la liberté de jouer dans le jardin. Et donc l'atelier, c'était pas un atelier d'une heure et demie ou 2 heures non-stop où ils étaient assis à une table, quoi. Si l'atelier les mobilisait pendant un quart d'heure et puis qu'ensuite ils jouaient dans le jardin, nous, ça nous allait très bien. Enfin, on n'avait pas du tout de... Voilà, c'était pas la classe, quoi. Et en l'occurrence, du coup, ce jeu libre est aussi apparu très fortement dans les pratiques. Et puis, bah, au fur et à mesure, bah, il y a eu des familles qui sont devenues fidèles, des mamans qui sont devenues mes copines, heu et nos enfants ont grandi. Et puis est passé par là le covid, évidemment, qui a quand même beaucoup cassé des dynamiques ou empêché des choses et à la fois qui a aussi créé des nouvelles opportunités. Et entre autres, je ne sais pas si tu te rappelles, mais au printemps 2021, on était à nouveau, confinés, mais on pouvait se balader, on pouvait se déplacer maximum à 10 kilomètres de chez soi. Et en fait, quand tu habites en ville, en tout cas moi, ma réflexion avec mon conjoint, ça a été de me dire: «Attends, 10 kilomètres, du coup, c'est on peut aller dans quel parc? On peut aller dans quels espaces de nature?» Et à cette occasion, en fait, on en a découvert des espaces de nature qu'on voilà, on n'avait jamais exploités et j'ai donné rendez-vous à certaines des copines de l'atelier parents-enfants, pour faire comme ça une balade, en extérieur. Donc là, pour le coup, on pouvait pas être nombreux, donc on pouvait être maximum 2 familles. Mais néanmoins, ça a un peu semé une petite graine en moi et je me suis dit: «Bah, nos enfants sont plus grands maintenant, on peut peut-être commencer à faire un petit peu des randonnées, enfin des petites balades en tout cas». Et c'est plaisant de découvrir des endroits de nature dans la métropole de Lille qu'on ne soupçonne pas et auxquels on voilà, qu'on ne visite pas suffisamment en tout cas. Et, et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de créer un club nature. Je connaissais déjà la FCPN, je m'étais rapprochée d'eux parce qu'il y a des clubs nature de la FCPN très actifs à Villeneuve-d'Ascq, qui est une commune de la métropole de Lille. Et par ailleurs, voilà, il y a des acteurs de la fédération très très actifs dans la métropole de Lille, ce qui est parfois, enfin, ce qui est d'ailleurs surprenant pour une fédération de protection de la nature, parce qu'on ne peut pas dire que la métropole de Lille soit un espace de nature très intensif,
Mais néanmoins, voilà, il y a des acteurs très, très forts et très engagés de la FCPN dans le coin. Donc, je les connaissais un peu de loin, mais je savais qu'ils existaient. Et donc, voilà, en 2021, oui, c'est ça, je réfléchis, mais c'est ça. En 2021, on a, à plusieurs familles, créé un club nature. Alors, donc il y avait 2 ou 3 familles qui avaient participé à l'atelier parents-enfants au jardin partagé, qui s'appelait le jardin de Traverse à Roubaix, les années précédentes. Mais il y avait aussi d'autres familles que j'avais appris à connaître plus dans mon entourage, parce que dans mon voisinage, j'avais déménagé depuis lors. Et en fait, on a commencé à 5 familles à se donner un rendez-vous tous les mois, le dimanche matin, avec le principe de on sort par tous les temps, d'où on s'appelle Métébotte, parce qu'on habite dans le nord quand même, donc il pleut chez nous régulièrement. On a cette chance, hein. C'est une chance maintenant, je trouve qu'il y ait de la pluie. Donc Métébotte sort le dimanche matin, quel que soit le temps, même quand il pleut fort, et avec le principe de chaque fois une découverte d'un lieu différent. Donc en fait, on se donne des rendez-vous dans des lieux chaque fois différents. Et chacun et chacune propose ses idées, parce que du coup, ça crée aussi de l'intérêt en dehors des rendez-vous nature qu'on se donne en club. Les unes et les autres, on se dit ah mais je suis allée à tel endroit, j'ai découvert telle chose, ça ce serait intéressant. Ah je vais aller en repérage, comme ça on s'en parlera et on verra si on peut faire une sortie. Donc voilà, ça crée de l'émulation en fait aussi entre familles pour trouver des endroits qu'on trouve sympas et qui soient pas trop loin de nos lieux de résidence. Alors, il y a des choses qu'on peut atteindre en métro, ça arrive. Bon, la plupart, quand même, on prend quand même notre voiture. On essaie de faire du covoiturage quand c'est possible, quand les familles ne sont pas trop grandes. Et voilà, on fait maximum, mais vraiment grand maximum, 30 minutes de voiture. Très, très maximum parce que c'est un rendez-vous du dimanche matin, donc il faut qu'on y arrive et puis qu'on reparte en fin de matinée. Et donc ça, c'est la base. Donc c'est une base très simple que tout le monde peut mettre en œuvre, hein, c'est pas très compliqué. Et donc se donner des rendez-vous comme ça dans la nature, ben, ça crée des opportunités d'observation, de jeu, de découverte, d'interaction entre adultes et enfants. Et grâce à la fédération à laquelle on s'est affilié, on a plein de ressources naturalistes à exploiter. Et ça, c'est génial parce que moi, en tout cas, en tant que maman, enfin moi, je ne suis pas, ni les autres d'ailleurs, on n'est pas formés à l'animation nature. Ce n'est pas notre métier. On n'est même pas, moi, je ne suis même pas formée à l'animation tout court. Et donc, en fait, on apprend en faisant. Moi, depuis que je mène l'atelier parents-enfants au Jardin de Traverse et puis maintenant Club Nature, bah, j'ai pratiqué en tâtonnant en fait. Et puis grâce aussi à la mise en réseau, moi je me suis beaucoup alimentée dans des contacts sur Instagram auprès de personnes, très majoritairement des femmes d'ailleurs, qui diffusent des idées, qui expliquent comment elles font, alors clairement t'en fais partie, hein, Claire, tu partages énormément de ressources. Et moi, ben voilà, parfois je me dis, tiens, ça c'est une bonne idée, je vais faire ça. C'est praticable chez nous pour telle et telle raison, ou avec tel groupe d'enfants, ça pourrait être intéressant. Et puis, évidemment, c'est des familles, donc on a des âges extrêmement différents. Voilà, là, actuellement, dans les familles, donc maintenant on est 8 familles, et le plus jeune doit avoir 4 ans, c'est ça, et plus âgé, il a 12 ans. Et donc, il y a des challenges aussi d'âge. C'est-à-dire là, maintenant, on commence à avoir un petit groupe de préados. Alors, les préados, forcément, ils ont envie d'en être. Et puis, à la fois, ils se disent, oui, mais non, mais il y a trop de petits, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un challenge, ça aussi, en tant que maman, on s'interroge. On se dit, alors, du coup, qu'est-ce qu'on va proposer à nos 10, 11, 12 ans, là, qui commencent à un peu rechigner à venir le dimanche matin. Donc, voilà, ça nous pousse un peu dans nos retranchements, mais du coup, c'est super créatif. Et puis ben, voilà, on a la chance quand même d'une mise en réseau formidable et au sein de la FCPN, mais aussi grâce aux réseaux sociaux. Et enfin, moi en particulier, je suis sur Instagram voilà, où j'ai trouvé vraiment des expériences inspirantes.
Et donc voilà, c'est comme ça finalement qu'on petit à petit, le club nature Métébot affine aussi ses propositions, ses contenus, et en utilisant des outils, je te prends un exemple, parmi d'autres, hein, mais par exemple cet hiver, on a observé les bourgeons. La FCPN avait sorti un bourginoscope, c'est-à-dire un outil pour, observer et pouvoir nommer les bourgeons. Et alors évidemment avec des enfants de 6 ans, c'est un peu complexe, mais pour les plus grands, c'était tout de suite plus adapté et aussi pour les adultes. Et donc on a fait une sortie nature dans un lieu d'ailleurs en Belgique, pas très loin de chez nous, où on pouvait à la fois observer des bourgeons. Les plus jeunes ont fait des empreintes de bourgeons dans l'argile, donc ça les amenait quand même du coup voilà, chercher les bourgeons, les observer et puis faire l'empreinte dans l'argile. Et les plus grands utilisaient le bourginoscope pour pouvoir observer et pouvoir nommer l'arbre ou l'arbuste dont le bourgeon était issu. On n'arrachait aucun bourgeon, on les observait, on les observait sans les couper. Donc voilà, ça c'est un exemple qui fait que non seulement on a eu ce plaisir de sortir l'hiver dans un endroit de nature, voilà, et prendre l'air, et à la fois affiner notre regard sur les bourgeons. Et pour donner un exemple, une des mamans qui vient au Club Nature depuis seulement 1 an, elle disait que elle-même, ça avait vraiment affiné son regard sur la nature. Elle était plus observatrice des choses. On avait fait une sortie sur les chatons de noisetier. On en avait même mangé au chocolat pendant la sortie. J'avais pris mon petit but à gaz pour faire chauffer le chocolat, tout ça. Donc ça, c'était assez ludique, assez sympa. Et en fait, elle dit, mais moi, depuis lors, les chatons, je les repère à 500 mètres, quoi. Alors qu'avant, je ne les voyais pas. Et maintenant, bah oui, du coup, je les vois, je m'approche, je me dis, tiens, est-ce que c'est un noisetier ou est-ce que c'est le chaton d'un autre arbre, etc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que collectivement, toutes les familles, enfants et adultes, nous nous acculturons à la nature, on va dire. En tout cas, on affine nos observations et nos connaissances. Et plus je le fais, plus je me dis, mais c'est infini. Et puis, c'est beaucoup de plaisir. Moi, je mets beaucoup ça en avant. C'est du plaisir, en fait. Là, on est des mamans qui, en général, avons plusieurs enfants, un boulot, toute la vie familiale qui va avec. Et puis, le dimanche, quand on sort en club nature, on vient respirer aussi, nous. Et donc, il faut que ce soit plaisant pour tout le monde. Ça ne peut pas être une corvée, quoi. C'est un plaisir vraiment partagé. Et le fait rien que de sortir et de se dire, allez, on y va, mais on y va. Bon, il fait mauvais, mais on a un rendez-vous avec machin et truc. Ah ouais, ça motive tout le monde, quoi. Et les parents et les enfants. Donc vraiment, vraiment, on met nos bottes et on sort. Cette année, on a eu plus de chance avec le temps. L'année dernière, on a eu vraiment beaucoup de sorties sous la pluie. Et cette année, on est passé souvent, on a eu de la chance, quoi. Parfois, un samedi, il faisait très mauvais, puis le dimanche, on avait du beau temps. Donc voilà. Donc ça, c'est parfois on rigole, on aurait dû s'appeler Mets tes sandales, mais pourquoi Mets tes bottes, appelle la pluie. Donc là, cette année, ça a marché. Donc voilà, c'est vraiment plaisir et découverte naturaliste au programme, et surtout, on avance en marchant. Alors, tu as dit plein de choses sur lesquelles on va revenir petit à petit, mais d'abord, je veux souligner ce que tu as dit et que je trouve très juste. On n'a pas besoin d'avoir une formation, que ce soit une formation en animation ou une formation naturaliste, pour accompagner des enfants en nature. C'est vrai que parfois, je l'entends dans des échanges et j'ai moi-même pu me questionner sur ma légitimité parce que j'avais des connaissances naturalistes, mais je n'avais pas la partie animation en tant que telle quand j'ai démarré. Et j'ai eu besoin de me former pour prendre confiance.
Ça m'a apporté des outils, mais j'aurais très bien pu me lancer avant de me former, sauf que j'avais tendance à me bloquer. Et là, toi, dans ton parcours, c'est d'abord en tant que parent que tu as lancé ces ateliers et aujourd'hui, vous êtes un groupe de famille sans forcément avoir de formation dans l'animation ou de formation naturaliste. Et comme tu le disais très bien, en fait, on apprend petit à petit. Et surtout, on apprend sur le terrain. On peut évidemment s'enrichir de connaissances à travers des bouquins, mais aussi bien pour des adultes que pour des enfants, c'est en allant explorer et en vivant des expériences de contact direct avec le vivant qu'on s'en imprègne. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est tellement dommage de se bloquer et de ne pas oser sortir simplement parce qu'on n'a pas la formation. C'est vrai que culturellement, on a tendance à mettre une compétence à côté d'un diplôme, mais dans nos rapports avec la nature, il y a quelque chose d'inné. Et tu prenais l'exemple de la maman qui a réalisé qu'elle faisait désormais attention à tout. Oui, à partir du moment où on reconnecte nos sens à ce qui nous entoure, ils sont en éveil permanent. Et ça, on n'a pas besoin d'être formé à ça. Ah, c'est sûr. Mais en fait, ça crée beaucoup de joie. Enfin, vraiment, moi, j'insiste sur le plaisir et la joie parce que même à distance, là, en juillet, août, on fait pas de sortie Club Nature parce que c'est trop compliqué. Les familles partent pas en vacances au même moment, tout ça. Donc, trouver des dates est toujours un peu compliqué. Mais par contre, j'ai proposé, en fait, que sur le groupe WhatsApp qu'on a entre familles pour organiser nos sorties, on échange de temps en temps des photos d'observations naturalistes, d'où qu'on soit, ou qu'on soit en vacances ou chez soi d'ailleurs. Et c'est super ça, rien que ça, en fait. C'est super simple. C'est-à-dire que je demande pas, voilà, enfin, entre autres, du coup, j'ai partagé sur le compte Metebot sur Instagram quelques photos qu'on s'est partagées comme ça sur WhatsApp. Euh, alors il y a une famille qui est au Laos parce que bref le papa il est laotien et là ils sont au Laos cet été et ils observent plein de papillons et qui sont magnifiques. Mais la maman ne connaît pas du tout le nom des papillons. Enfin, voilà, ils ont ni le père d'ailleurs. Enfin, bref, ils savent pas du tout comment ça s'appelle. Moi non plus, je suis nulle en papillons. Mais c'est pas grave. Déjà, on commence par se dire, tiens, oh, c'est super beau. On va aussi le partager, on va le montrer aux copains du club. Et puis ensuite, bah, ça va sans doute mener, et d'ailleurs la FCPN a fait justement un, une publication sur les papillons, mais ça va sans doute mener au fait que bah, peut-être l'un ou l'autre, on va se dire, mais comment ça s'appelle, comment ça marche les papillons en fait, et peut-être les papillons d'Asie et les papillons d'Europe, est-ce que c'est pareil, c'est pas pareil, etc. Donc bref, après on tire sur le fil si on a envie, quoi, au moment opportun. Mais rien que le plaisir de se dire, j'observe, j'y connais rien, mais je m'émerveille en fait. Je trouve que c'est superbe et je vais en parler aux copains et je vais. Et en effet, c'est comme ça. Il faut. Bah, c'est ça, je trouve la force des clubs nature en fait, c'est que vraiment c'est adressé à n'importe qui sans prérequis. Euh, Juste avoir l'envie de s'intéresser d'un peu plus près à la nature et après bah tu vas et c'est vaste en fait. Et tu n'es pas du tout obligé d'être spécialiste de quoi que ce soit. Et moi-même, en fait, j'ai vraiment voilà, affiné mes connaissances. Et puis après, on a aussi chacun et chacune des préférences. Moi, mes préférences à moi, très clairement, c'est la flore. Moi, j'aime les plantes, j'aime la botanique. Euh, et, euh, voilà, du coup, je m'informe et je lis et je voilà, j'essaye d'apprendre et puis je sais que j'ancre mes apprentissages dans l'observation très clairement parce que je sais, je, je suis capable de dire que j'ai découvert cette plante à cet endroit-là, j'ai pris en photo, on était dans telles conditions, je l'ai montré à tel enfant, tout ça. Donc c'est vraiment c'est vraiment des apprentissages très ancrés dans le concret. C'est après que je vais dans les bouquins en fait, moi. Voilà, pour aller voir un peu plus d'infos, etc. Et puis, bah, il y en a d'autres où ça va être, en effet,
plus les insectes, les oiseaux, et on est du coup riche de tout ça. Dans ce club, ben, autant il n'y a pas de prérequis, tu peux avoir aucune connaissance au départ, autant tu vas en acquérir. Et puis parfois, il y a des membres, mais c'est une famille qui va déménager, donc malheureusement, je pense qu'on va la perdre très bientôt dans le club. Mais c'est une maman qui est passionnée de champignons. Mais on n'a jamais vu autant de champignons de notre vie que grâce à elle. Alors que c'est dans des endroits où on était déjà passé. Et ça, c'est génial. C'est dingue. Elle voit des champignons, mais à toutes les saisons, en tout endroit. Et ça, c'était vraiment génial aussi d'avoir des gens comme ça qui ont une sorte de dada et qui sont du coup capables non seulement de les voir, de nous les faire voir et puis de nous en faire découvrir les noms, les dangers parfois, enfin les usages. Donc ça, c'est vraiment... oui, je comprends ce que tu dis par rapport aux barrières qu'on peut se mettre sur ah oui, mais non, mais moi, je suis pas animatrice, je suis pas naturaliste, je suis pas... Mais moi, j'étais ni l'un ni l'autre et je suis juste partie de l'envie d'être en contact avec la nature, avec mes enfants. Et c'est tout. Et ça marche. Il n'y a pas d'erreur, en fait. Enfin, il y a pas de risque d'erreur, en fait. Mais bon, après, voilà, je donne pas des cours. Voilà, je me positionne pas comme quelqu'un de sachant, en fait. Et chacun et chacune vient avec, mais y compris les enfants, hein, viennent avec leurs intérêts, leurs connaissances. Et ce sur quoi j'ai pas insisté par rapport au fonctionnement du club, en tout cas le nôtre, c'est que c'est important que le groupe soit relativement stable. C'est-à-dire que on demande au départ de l'année, d'ailleurs je vais faire sans doute mon message là en août pour reprendre en septembre, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de dates, on se réouvre en septembre aux nouvelles familles qui ont envie de nous rejoindre, mais on demande aux familles qui nous rejoignent de s'engager sur l'année. Alors évidemment, ça peut arriver hein, qu'il y ait un dimanche qu'on ne soit pas là, voilà, ça arrive dans tous les agendas de tout le monde, mais au maximum, vraiment se dire, je m'engage au club et je viens à toutes les sorties, parce que ça fédère aussi un groupe. Et c'est ça qui marche aussi. C'est que du coup, les enfants, ils se connaissent, ils ont du plaisir à se revoir. Il y a quelque chose qui se crée entre enfants, dans le jeu aussi, hein, vraiment dans le jeu libre, dans la nature, et une confiance. Et donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. C'est pas l'atelier par enfant que je faisais dans le jardin partagé fonctionnait pas comme ça. C'était voilà, si tu voulais venir à l'atelier une fois, bah, tu venais une fois et tu étais le bienvenu et ça pouvait marcher. Mais c'est vrai que j'ai vraiment remarqué que ça, dans le club, ce qui fonctionne, c'est la régularité. Et c'est ça qui fait le groupe, c'est ça qui fait l'interconnaissance et l'apprentissage par les pairs. Donc voilà, on s'engage en tout cas pour les sorties de septembre à juin au maximum. Oui, parce que à la fois la récurrence et le temps long permettent d'intégrer tout ce qu'on découvre lors des immersions en nature, et ça permet aussi de mettre en place des rituels et d'instaurer un cadre de confiance pour les enfants et pour les adultes. Oui, tout à fait. On se sent en sécurité entre guillemets. Et puis après aussi, ça c'est enfin, une des pensées qu'on retrouve aussi dans les forest schools par exemple, ou dans d'autres réseaux, dans d'autres fédérations, mais en tout cas à la FCPN, c'est le contact régulier avec la nature qui est important. C'est pas une fois de temps en temps. Alors déjà une fois par mois, c'est peu en fait, mais une fois par mois en club, je constate que ça crée des habitudes dans les familles en dehors de la rencontre du club. Mais du coup, c'est important d'être là, de le faire régulièrement, que ce soit vraiment comme quand tu vas à ton cours de danse, ben voilà, tu y vas régulièrement. Et ben, le club nature, c'est la même chose, quoi. C'est pas juste une sortie de temps en temps, non, c'est quelque chose de récurrent qui fait que ton contact régulier avec la nature va te permettre d'affiner tes observations, ta conscience de la nature environnante. Et moi, ça, j'ai vraiment remarqué chez mes enfants comment ça marche.
m'épate complètement. Enfin, je veux dire, évidemment, les enfants, ils voient toujours mieux et plus de choses que toi. Peut-être parce qu'ils sont plus proches du sol aussi parfois, mais ça, enfin, moi, dans mon quotidien, la nature, elle est super présente alors que j'habite au centre-ville. Mais, mais mes enfants, ils voient le moindre insecte. Ils sont intéressés par la moindre plante qui pousse entre deux pavés. Ils me disent: «Ah maman, t'as vu, d'habitude, l'insecte machin, il est là, mais là, aujourd'hui, il est pas là». Incroyable. Je me dis: «Non, je n'avais pas vu ça». Mais lui, il l'a vu. Euh, mais il a chaud. Moi, je crois qu'il a chaud. Tu crois pas? Moi, je crois qu'il est allé se cacher. Pourtant, il fait toute une histoire sur le fait qu'en fait, là, pour l'instant, il a trop chaud, donc il est allé faire un tunnel ailleurs. Enfin bref, donc c'est vrai que ça, la régularité fait qu'en fait, que la présence de la nature s'impose dans le quotidien aussi des enfants. Et c'est ce que me disent les mamans d'ailleurs. Alors, c'est très majoritairement des mamans qui viennent au club nature. Bon. Alors, au fur et à mesure, forcément, je te parlais de cohésion de groupe. Ben oui, du coup, les pères, quand ils viennent de temps en temps, ils sont en décalage, puisque nous, on est beaucoup plus souvent en contact. Donc, bon, ça n'aide pas au fait qu'ils reviennent. Donc, c'est pas super simple, ça. Mais bon, c'est un autre sujet, mais néanmoins, c'en est un. Mais en l'occurrence, c'est vrai que toutes les mamans me disent ça aussi, quoi, sur l'observation que leurs enfants peuvent faire en dehors des rencontres du club nature, et puis de ce qu'ils en racontent aux autres, de ce qu'ils ont appris, des mots, en fait, aussi, du vocabulaire de la nature. Voilà. Et donc, du coup, moi, dans cette histoire, de plus en plus, finalement, je suis en situation, alors que j'en ai pas du tout la formation, de devenir animatrice nature, on va dire. Et, et du coup, là, dans la fédération, il y a l'occasion de se former auprès de gens qui ont une vraie expertise, une très grosse expérience sur le sujet. Donc là, on va avoir la chance là, de suivre une formation qui va être organisée dans notre coin par la Fédé pour les clubs nature de la région. Et donc voilà, là j'ai envie en fait quelque part de creuser un peu plus et de me qualifier, on va dire, en tout cas de continuer à apprendre et de continuer à évoluer. Et une autre maman du club nature va le faire aussi, donc ça c'est chouette. Comme ça, voilà, on va pouvoir finalement continuer un peu à développer notre club, à affiner nos propositions. Parce que là, vraiment, très clairement, en l'air, on aurait bien envie de proposer des choses à nos préadolescents pour ne pas les perdre, en fait, dans nos objectifs. Non, mais on l'a déjà constaté. Hein, les 11-12 ans, une fois qu'ils sont au collège, ils ont des rythmes aussi de semaine un peu différents. Donc, du coup, voilà, le dimanche matin à 10h du matin, ils n'ont peut-être pas très envie de venir. Mais du coup, voilà, on va sans doute proposer quelque chose à d'autres moments pour eux. Et donc là, voilà, avec peut-être quelque chose à qualifier de notre côté en termes de proposition pour les mettre en situation justement d'être force de proposition, eux. Et on a déjà commencé un petit peu à le faire. Mais donc bref, on a des envies, on a au fur et à mesure, on se dit, oh bah tiens, nous on a des livres sur la nature, on aimerait bien vous en parler. D'ailleurs, c'est une enfant qui nous a fait cette proposition. Elle a dit, mais Cécile, nous on a des livres sur la nature chez nous, moi j'aimerais bien vous les présenter. Et j'ai dit, moi aussi, j'ai plein de livres que j'aimerais bien vous présenter. Eh ben, on va faire des rendez-vous, en plus des sorties nature, on va faire de temps en temps des rendez-vous livres. Et donc, on a fait déjà 3 rendez-vous comme ça, où chacun vient avec un livre, mais enfants et adultes, hein, chacun, et présente son livre. Et dit pourquoi il l'a aimé. Voilà.
qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'il a envie de nous présenter? C'est absolument génial, ça. Même un enfant de 4 ans, évidemment, peut expliquer pourquoi il a aimé ce livre. Et du coup, on a voilà, des albums jeunesse jusqu'au précis sur les arbres. Enfin, voilà, c'est précis naturaliste sur les arbres. C'est vraiment très. Ça peut être des livres extrêmement différents. Ça peut être même des romans, des essais. Et voilà, c'est quelque chose qui est venu voilà, en marchant. On n'avait pas nécessairement prévu ça. Et puis, ben, on a fait de la place à ça et c'est trop bien. Et donc, voilà, la prochaine étape, sans doute, c'est plutôt pour les pré-ados. Comment faire. Et une des choses qu'on a aussi innové là, essayé ces derniers mois, c'est qu'on a fait un week-end nature. Parce que bon, c'est sympa de faire des sorties le dimanche matin, mais parfois on a envie d'être plus longtemps ensemble, on a envie voilà, d'être aussi plus dans les bois, plus dans la belle nature, parce que dans la métropole de Lille, on est parfois un petit peu à l'étroit quand même, hein. C'est pas, à nouveau, hein, c'est pas la métropole la plus verte de France, à loin de là, c'est la moins verte même. Et donc, du coup, on est parti en week-end à 1 heure de chez nous, dans un parc naturel à la frontière belge, parc naturel des Plaines de l'Escaut. Il y a plein d'étangs et plein de forêts. Et c'était trop génial. On a passé 2 jours et 1 nuit, mais on s'est dit, mais c'est trop bien, il faut qu'on le refasse. Et ça, c'était génial aussi de découvrir. Moi, forcément, je me disais, oh là là, ça passe ou ça casse, hein, ce genre de truc. Parce que tu peux aussi te retrouver à plusieurs familles avec des rythmes tout à fait différents. Alors, c'est sympa, on se voit le dimanche matin, mais voilà, dormir ensemble, manger ensemble, être dans les logiques de rythme de famille, à nouveau, d'âge très différents, etc. Bon, ça pouvait créer des frictions, mais pas du tout. Mais c'était un moment mais vraiment génial de bout en bout où, pareil, quoi, l'esprit du club a infusé, mais sur les 2 jours. Et voilà, et puis on va le refaire, c'est sûr, c'est trop bien. Et en termes d'ailleurs de cohésion de groupe, c'est évidemment très, très efficace en fait, hein. Ça permet la confiance, la réciprocité, l'entraide. Et enfin, une des choses, alors là c'est mon point de vue de maman, après si on interviewait les enfants, ils diraient d'autres choses, mais moi ce que j'ai apprécié, c'est que en fait, en tant que parent, on peut intervenir chacune auprès de n'importe quel enfant, sans enfin, en étant à l'aise, en fait. On se permet, en fait, de faire des remarques à certains enfants en disant: «Non, attends, stop, attention, là, tu te mets en danger, viens avec nous, on va aller près de l'étang». Et donc du coup, il y a certaines mamans qui prennent certains enfants, mais qui ne sont pas les leurs, et inversement, on en gros, on s'interchange les enfants sans problème. Enfin, voilà, ça se fait vraiment, de manière, enfin, tout ça n'était pas nécessairement réfléchi au moment où on l'a fait. Et ça, voilà, je peux dire que moi, j'ai confiance dans les parents qui sont dans le club nature, et les parents ont confiance en moi, et je mets beaucoup en avant la confiance. Tiens, je n'avais pas imaginé ça, que j'allais beaucoup dire ce mot, mais c'est ça en fait. C'est vrai que c'est ça qui crée aussi une envie de se revoir et de refaire des expériences ensemble. C'est parce qu'on se sent en sécurité ensemble en fait, et on s'adosse aux uns aux autres, et on ose des choses, et on apprend ensemble en fait. Et ça, c'est vrai que enfin, le week-end me l'a particulièrement montré. Chacune vient fait sa part, et tout ça est très, très fluide, et évidemment, c'était un grand bonheur. On était au bord d'un étang, on a observé des oiseaux. On a fait voilà, toutes sortes on a relevé les défis. Là, la FCPN a à chaque fois une campagne annuelle, et là, c'est des défis à relever pour devenir protecteur de la nature, dont des trucs très drôles à faire. Et donc voilà, on a commencé à faire ça, et ça nous a bien motivés pour tout le week-end. Donc
Donc voilà, ce qui fait que le club est vraiment né, d'un atelier parents-enfants avec des plus jeunes enfants et continue à évoluer en fonction de l'âge des enfants et des envies des parents et voilà. Et c'est infini presque. Tu disais tout à l'heure que la métropole de Lille n'est pas la plus verte. Est-ce que tu as senti, avec la création de Métébot, qu'une dynamique s'installait autour de vous? Par exemple, est-ce que d'autres clubs se sont créés? Est-ce que des écoles s'y sont intéressées? Mais j'aimerais bien. Alors, on on s'y attelle un peu, hein, enfin voilà, enfin, il se fait que dans la FCPN, on peut être relais CPN, donc, c'est-à-dire se positionner comme quelqu'un qui a envie de parler de la FCPN autour de soi, etc. Donc, c'est ce que je fais. Euh, pour la petite histoire, la présidente actuelle de la FCPN habite ma ville, en fait. Donc, du coup, en plus, voilà, on se fréquente et sur base aussi de sa connaissance du terrain associatif du coin et de la mienne, ben, on a monté une réunion ben, en septembre dernier, en fait, avec des personnes intéressées par le sujet, pour en effet présenter les clubs nature, expliquer la logique, imaginer à faire des choses, voilà, faire des choses ensemble. Moi, chaque année, je réouvre le club à d'autres. Je suis en contact avec, de façon très concrète avec d'autres clubs. Donc voilà, c'est le but, hein, quand même, évidemment, de faire connaître. Après, je crois, enfin, je pense que c'est en faisant et en étant immergé dans l'activité qu'on peut comprendre aussi de quoi il s'agit. Et donc, enfin, pour ce faire, il y a une association en fait à Roubaix qui a un lieu nature dans lequel d'ailleurs parfois on va et qui est aussi Club Nature. Et cet assaut-là fait beaucoup tout le long de l'année de la sensibilisation justement, mais par l'immersion. Et donc en espérant que ça crée des envies chez certaines familles de créer leur propre club, ou à l'échelle parfois uniquement de leur famille. Ça peut être l'idée, hein. Enfin, c'est tout à fait possible de le faire. Après, moi, c'est une question que je me pose aussi, enfin qu'on s'est posée au Club Métébot, c'est est-ce qu'on grossit? Est-ce qu'on devient plus gros que 8 familles? Euh, Là, on est 27 membres en fait actuellement. Alors évidemment, là, on va peut-être perdre une famille qui va changer de région. Donc voilà, ça bouge toujours un petit peu. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, ça de se dire est-ce que à partir de quel moment est-ce que moi je vais être en situation de dire à des gens, à des familles qui veulent s'inscrire, bah là, désolé, en fait, on n'a plus de place, mais par contre, n'hésitez pas à créer vos propres clubs. Alors, ça m'est arrivé déjà de le dire, mais sans refuser du tout d'inscription, mais c'est de dire, mais vous savez, vous pouvez le faire, vous habitez pas dans notre coin, mais allez-y, quoi. C'est simple de créer. Mais c'est pas, voilà, entre le fait de le dire et puis que la personne passe le pas, évidemment, parfois c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, je m'interroge là. Je ne sais pas encore très bien comment, si j'ai de plus en plus de familles qui sont intéressées par le club Métébot, comment on va faire? Parce que là, on est évidemment, tu l'auras compris, complètement bénévole. Moi, je coordonne tout ça. Bon, ça ne me prend pas non plus des plombes. C'est c'est fait de façon quand même relativement spontanée, tu l'auras compris. Mais bon, à partir d'un certain nombre de membres et d'organisation, de dates, de rendez-vous, tout ça, ça peut devenir plus lourd. Et donc, voilà, c'est un peu la question que je me pose, moi, pour le développement du Club Métébot. Mais je m'empêche pas du tout, voilà, en réflexion avec d'autres, que justement on fasse évoluer et qu'on s'ouvre vraiment au maximum à des familles. Mais quand même, l'idée que les familles puissent s'autonomiser et le prendre la décision de créer un club à une, deux, trois, quatre familles, évidemment à privilégier parce que c'est l'idée en fait. Hein, plus on est
nombreux dans cette démarche de Club Nature, bah, plus c'est réjouissant pour notre avenir, je crois. Enfin, en tout cas, moi, évidemment, je pense que c'est absolument essentiel de faire ça, à l'heure où on nous parle de grands dangers sur notre planète. Il est absolument essentiel qu'on alimente notre lien à la nature, que ce soit enfant ou adulte. Et donc, oui, moi, j'ai évidemment envie qu'il y ait plus de clubs et en tout cas, j'essaie d'œuvrer à mon échelle pour que ce soit le cas. Mais je sais que c'est pas toujours facile pour certaines personnes de se lancer, pour les raisons que tu dis, hein, oui, mais moi, je suis pas compétente, j'ai pas de connaissances naturalistes ou j'ai pas. Mais en fait, la très grande majorité des clubs nature de la FCPN ne sont pas composés de naturalistes, hein, pas du tout. Donc, donc voilà, c'est à nous de faire comprendre qu'en fait, c'est vraiment, vraiment fait pour tout le monde. Et les campagnes nationales de la FCPN sont en effet hyper accessibles, hyper ludiques, très sympas. Enfin, il n'y a absolument pas besoin d'être qualifié pour ça, quoi. Mais, donc, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question, mais c'est présent en tout cas dans mon intention et dans nos échanges entre familles du club. Probablement que l'une des choses qui peut convaincre les familles de se lancer dans un club nature, c'est que finalement, les contraintes d'organisation ou de temps peuvent être minimes dans la mesure où la FCPN met à disposition des supports, qu'elle propose des défis avec des thématiques de saison, parce que c'est vrai que tant qu'on ne s'est pas encore lancé, on peut peut-être voir ces sorties en nature comme étant une charge supplémentaire dans le quotidien, un investissement important, s'imaginer passer des heures à préparer les sorties, les supports, alors que là, à partir du moment où au moins 2 familles souhaitent se lancer, les choses se font petit à petit ensuite. Exactement. Ça peut vraiment être, oui, c'est ça, ça peut vraiment être 2 familles voisines, et une famille, ça peut être une seule personne, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être, justement une personne dont les enfants sont grands, enfin voilà, qui n'a plus de rapport direct avec des enfants au quotidien, mais puis qui par contre a bien sympathisé avec sa voisine plus jeune qui a des enfants et qui a bien envie voilà, de faire des sorties nature, à 2. Et, et puis voilà, ça peut tout à fait être enfin, les configurations, elles sont multiples. Et une des choses aussi que je voulais dire, c'est que moi, mon expérience en club nature infuse aussi dans ma pratique professionnelle. Alors, je disais en introduction qu'en fait, je travaillais en politique de la ville, donc sur des politiques publiques de développement social et urbain dans les quartiers les plus en difficulté. Et actuellement, je suis sur un poste dans le domaine de l'éducation et je manage une équipe d'éducateurs. Pour faire court, en fait, notre boulot à nous, c'est de proposer des parcours éducatifs individuels à des enfants qui sont les plus en difficulté. Ça peut être des enfants qui ont entre 2 et 16 ans, donc c'est très vaste en termes d'âge. Et il se fait que dans les ressources qu'on a à disposition, on a un local, enfin on a plusieurs locaux, mais entre autres un local où il y a un petit jardin de ville. Et en fait, très vite, je me suis dit: «Ben, on va l'exploiter ce jardin», évidemment. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a paru évident au vu de mes habitudes bénévoles et mes habitudes avec mes enfants. Et bien sûr que le jardin devait être utilisé dans les accompagnements éducatifs, les rendez-vous individuels que les éducateurs ont avec les enfants, et cetera. Et donc, j'ai fait en sorte de nous outiller pour déjà aménager un peu ce jardin pour que justement le jeu libre puisse y prendre sa place, du genre un parcours va-nu-pied pour que les enfants puissent marcher à pieds nus sur différentes matières, un petit coin de cuisine à la boue où les enfants ont l'occasion voilà, de manipuler toutes sortes d'éléments naturels et de faire ces fameuses soupes dont on se délecte, les soupes à la boue. Une cabane en bois, voilà, et quelques plantations aussi, de petits fruitiers, etc. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Euh, donc là, nous, on est en situation d'accompagner des familles qui sont très fragiles, les parents qui sont en situation de difficulté avec un enfant, quelle qu'elle soit, hein. Il y a vraiment des difficultés qui peuvent aller du handicap
jusqu'aux difficultés éducatives, scolaires, et des familles qui sont en difficulté sociale très forte, hein, souvent. Et mais qu'est-ce que ça marche, le fait d'être dehors, de simplement se poser, en fait, se poser. Et ça, c'est moi, je le vois et je me dis: «Mais il y a quelque chose à faire, là». En fait, dans les quartiers populaires, sur cette politique qui est la politique de la ville, qui est financée par l'État, et par d'autres collectivités aussi, mais il y a finalement assez peu, à ma connaissance, d'initiatives autour du rapport au vivant et au rapport à l'environnement, enfin, comme un support à l'éducation, en fait. Et là, je me dis: «Mais il y a vraiment quelque chose à faire, c'est sûr». Et du coup, voilà, on a commencé à développer ça, faire des sorties nature avec ces familles-là. Ça rencontre un succès maximum. C'est incroyable. Mais vraiment, enfin, alors vraiment, j'insiste sur le fait que les familles avec lesquelles on travaille sont des familles qui sont vraiment en difficulté et qui ont du mal, ne fût-ce qu'à honorer les rendez-vous qu'ils ont avec nous, hein. Parce que, voilà, pour plein de raisons, grande famille, difficultés d'organisation, problèmes multiples dans la vie familiale qui font que assumer ces rendez-vous, c'est pas, voilà, c'est pas toujours, enfin, c'est pas possible, quoi, juste. Ça s'organise pas comme ça. Or, à ces rendez-vous-là, ils sont toujours au rendez-vous, toujours, toujours. On a des groupes en surbooking tout le temps. On a développé aussi, on commence à développer la médiation animale, donc ça, c'est encore une autre partie du rapport à la nature, mais ça fonctionne aussi très très bien. On n'amène pas des chevaux dans notre jardin, parce que le jardin est trop petit, mais c'est plutôt chat, chien, lapin. Enfin bref, ce rapport au vivant, ce rapport au dehors, simplement le fait d'être dehors, et le rapport à la nature environnante, aux matières, mais, mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire avec les publics, tous les publics, et y compris les publics les plus éloignés et les plus en difficulté en termes éducatifs. Et voilà, ça c'est vraiment une expérience dont je voulais parler parce que c'est quelque part mon expérience personnelle et bénévole avec mes propres enfants et dans ma vie associative, qui finalement m'a permis d'imaginer introduire ça dans mon milieu professionnel. Et je vois que ça marche très bien et qu'on a vraiment des choses à développer dans ce domaine-là de l'éducation dans les quartiers prioritaires. Donc ça, voilà, ça ouvre aussi plein de portes. Il est clair que l'accès à la nature et le contact régulier avec elle doit être permis à toutes les familles et pas seulement celles qui ont les moyens de s'offrir des jardins, des week-ends à la campagne, etc. Et quand on voit à quel point les politiques de la ville ont, depuis près de 50 ans, éloigné certaines familles de tout en les plaçant dans des quartiers bétonnés, grillagés, pollués, c'est aberrant et ça amène des situations dans lesquelles des familles n'ont jamais l'occasion de mettre ne serait-ce que les pieds dans l'herbe. Alors, il y a parfois des choses qui sont proposées, je pense notamment aux colonies de vacances ouvertes aux quartiers prioritaires qui permettent à des enfants d'être en pleine nature pendant une semaine. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est pour ça, parce qu'en effet, les colos, en effet, voilà, c'est déjà super d'ailleurs, hein, de permettre aux enfants de vivre ça, c'est essentiel. Mais la question que moi je constate, c'est vraiment le contact avec la nature régulier. Enfin, on revient à cette question-là de la nature en ville. Mais oui, bien sûr, il y a de la nature en ville et il y a possibilité de mettre en contact ces enfants avec leur environnement et les mettre dehors très régulièrement, même en ville. Mais c'est parfois aussi des habitudes qu'on a perdues. Enfin, là, on a travaillé avec une artiste sur une fresque, justement. Et bref, c'était sur le thème de la nature. Et
elle disait, ben, pour certains de mes ateliers, je commençais à demander aux enfants, parce que je vais leur demander finalement de dessiner en observant ou en se rappelant de ce qu'ils ont observé dans le jardin ou dans le parc. Et donc elle disait, mais est-ce que vous avez un jardin? Donc du coup les enfants disent non. Bah, est-ce que vous allez au parc? Non. Et là, elle dit, là j'étais un peu limitée, quoi. Parce que du coup j'essayais de les emmener vers un imaginaire de la faune et de la flore, en fait. Et en fait, je me retrouvais avec des enfants à qui le mot jardin et parc ne signifie rien, enfin, ou en tout cas, pas régulièrement, pas assez régulièrement. Et, et c'est ça, quoi, c'est de se dire, mais oui, mais en fait, les parcs sont quand même nombreux. Enfin, je veux dire, il y a des possibilités d'être en contact avec la nature proche. Et puis, il y a quand même de plus en plus d'arbres dans nos villes, hein, quoi qu'on dise. Mais on a oublié quelque part de les observer, de, voilà, de savoir comment ça s'appelle, de s'interroger sur la forme des graines. Mais il faut peu, il faut très peu pour que ça réenclenche. Et alors, avec quelle joie! C'est vraiment, je reviens sur la joie, quoi. C'est Ne nous privons pas de ça et ne privons pas les enfants de ça. C'est tellement porteur, en fait. C'est tellement, à la fois, c'est source d'apprentissage. Pour les plus jeunes, c'est vraiment, on a prouvé que c'est source vraiment, oui, d'apprentissage de base, de fond, j'ai envie de dire. Mais même pour les plus grands, en fait, quelque part, c'est vraiment source de plaisir, d'épanouissement, c'est un lieu d'interaction très privilégié, je trouve, et qui est plus apaisant. Enfin, ça, en effet, il y a beaucoup de littérature à ce sujet, hein, pour l'instant. C'est comment la nature peut permettre à la fois de structurer des apprentissages, mais aussi d'apaiser l'enfant et lui permettre de prendre confiance, d'être en relation avec les autres. Et en tout cas, sur les enfants les plus en difficulté, parce que je pense qu'à un moment, toi, tu avais demandé récemment, tu avais demandé sur Instagram s'il y avait des gens qui avaient des expériences avec des enfants handicapés, non, de rapport avec la nature. Alors oui, j'ai posé la question. En fait, je cherchais des personnes qui avaient l'expérience d'accompagner en nature des enfants porteurs de handicap. Mais je parlais plutôt de handicap moteur parce que les ateliers que je propose dans le cadre de l'association Poule Renard Vipère se font dans un bois qui est difficilement accessible parce qu'il faut emprunter un chemin étroit, qui est caillouteux, qui démarre par une montée importante. Et moi, ça me touche vraiment qu'il y ait des enfants qui soient privés de cette possibilité de passer du temps en forêt, simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens physiques de s'y rendre. Donc, on cherche des retours d'expérience à ce niveau-là, surtout. Pour les autres types de handicap, on n'a, pour le moment en tout cas, pas eu de difficultés particulières, parce qu'en fait, il y a un truc un peu magique qui se passe quand on accueille des enfants avec des difficultés, c'est que le simple fait de passer 3 heures dans un bois à alterner des temps de jeu libre, des temps en groupe, des moments calmes, des moments où on court, on saute, on marche en équilibre, ça leur fait un bien fou. Et nous, en tant que pédagogue, on n'a finalement pas grand-chose à faire. Là où je suis embêtée sur le sujet, c'est que, quelle que soit la forme du handicap, je trouve que les politiques publiques ne prennent pas suffisamment les choses en main. Combien d'associations jouent ce rôle de facilitatrice, de médiatrice, parce que les structures publiques ne se saisissent pas vraiment du sujet? Ouais, bon, moi, je suis optimiste sur ce sujet, en fait, parce que j'ai l'impression, enfin, en tout cas, nous, on le sent dans différents endroits. Entre autres, la FCPN, elle le sent beaucoup quand même, hein. Elle est en croissance, très clairement. Il y a plus de clubs, il y a plus d'intérêt. Et puis, en termes d'aménagement urbain, moi qui travaille sur le sujet, entre autres, hein, mais un peu moins maintenant, mais avant, j'étais sur des sujets plus développement urbain. Euh, il y a quand même de plus en plus une prise de conscience de ce besoin d'aménagement
d'espaces naturels, et y compris dans les écoles, tu sais, la question des cours, des oasis nature dans nos villes où les cours sont bétonnés, où là, du coup, il y a vraiment très clairement une politique d'intégration de la nature au sein des cours d'école. Donc ça, on est plutôt sur une bonne pente, j'ai envie de dire. Après, il y a encore beaucoup à faire, hein, parce que la question du jeu libre, enfin du risque dont tu parlais là, tu sais, des espaces. Enfin, moi, je crois beaucoup au fait que tu apprends à gérer le risque en tant qu'enfant. Et si tu n'es pas confronté à la difficulté de grimper un arbre en prenant les appuis nécessaires, en ne montant pas trop pour ne pas te mettre en danger, etc., ben la première fois que tu vas monter dans un arbre, il y a beaucoup de chances que l'enfant le tombe, enfin, prenne des trop grands risques et crée en tout cas des accidents. Euh, alors qu'en fait, si tu aménages, enfin si tu offres la possibilité à un enfant d'explorer des choses, ben, il va le faire en sécurité, mais il faut lui donner l'occasion de le faire. Et ça, donc ça c'est une grande question, hein, de la conceptualisation des espaces aussi. Mais je pense ça peut avancer. En tout cas, pour ce qui me concerne au niveau professionnel, on n'accueille pas de public à handicap moteur, vraiment. Parce que nous, c'est un dispositif de prévention, donc si on a justement une détection très claire d'un handicap, bah, l'enfant, il est orienté vers d'autres structures, justement. Donc, vraiment, handicap moteur, on n'a pas. Par contre, trouble du comportement, ça, on a beaucoup. Avant diagnostic et avant de trouver éventuellement une réponse plus adaptée, on a des accompagnements chez nous. Donc là, voilà, c'est plus, on n'est pas tellement dans le handicap moteur en tant que tel, mais plutôt sur la difficulté, par exemple, à appréhender la matière, la relation aux autres. Et du coup, ça, c'est très. Enfin, on le remarque, un enfant qui avait du mal même à faire de la pâte à modeler, par exemple, la cuisine à la boue a été une révélation pour lui, quoi. Vraiment. C'est incroyable. Et alors que voilà, l'éducatrice me disait, non mais c'est fou, quoi, parce que moi j'avais du mal à le toucher avant, ne fût-ce que lui donner la main. Il avait du mal à appréhender les objets. Et là, au jardin, c'était un autre enfant, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre vraiment de la facilité du contact avec la boue, alors qu'en fait on aurait pu imaginer l'inverse. Donc voilà, ça c'est des choses que nous on peut observer. Et c'est tellement beau à voir ces évolutions. Je crois qu'on ne peut pas avoir meilleur mot de la fin pour clôturer cet épisode. Je te remercie infiniment, Cécile, pour ce temps passé ensemble et pour tout ce que tu as partagé. Peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent, certaines vont oser se lancer dans la création d'un club nature. Ah oui, j'espère. Je te remercie beaucoup en tout cas et pour cet échange et puis pour m'avoir donné la parole et puis évidemment pour tout ce que tu partages, hein, qui est passionnant, voilà, que j'aime beaucoup et c'est très précieux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage le podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, sortir, ça n'est que du kiff. Allez, ciao ciao, à bientôt.